Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à nos émissions hebdomadaires. Donc, comme chaque fois, nous allons aborder les thèmes qui concernent l'actualité nationale, internationale et des questions de déconstruction. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre un thème qui est dans la continuité de ce que nous faisons depuis quelques semaines. Souvenez-vous-en, nous avons établi les 5 menaces terribles qui risquent de détruire la planète et l'humanité, que je rappelle rapidement. Le dérèglement climatique, première position, les dangers de crise économique majeure qui vont déstructurer toute l'économie mondiale, la guerre mondiale qui se profile à l'horizon, la question du fascisme et le dérèglement mental et social. Nous avons déjà abordé 3 de ces thèmes-là, les semaines dernières, dérèglement mental et sociétal, crise économique, dérèglement climatique, et aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur la question de la fascisation mondiale qui est en train de s'étendre sur l'ensemble de la planète, pour ne pas faire de pléonasme. Alors, pourquoi ce thème cette semaine-là? C'est parce que dans l'actualité, précisément, tant au niveau international qu'au niveau national, nous avons des exemples concrets qui nous permettent de fonder notre analyse. Avant de l'élargir. Alors, d'abord, il s'agit de l'acte terroriste absolument abominable commis par l'État d'Israël au Liban, avec l'explosion à distance de Beeper et de Talkie-Walkie. Et ce qui concerne notre pays, c'est l'annonce du retour des CRS en Martinique après 65 ans. Et nous allons dire dans quelles conditions. Donc, ces 2 éléments-là qui apparemment n'ont pas de lien direct avec le phénomène de fascisation, eh bien, justement, nous allons montrer qu'ils sont en plein dans le cœur de cette dynamique. Alors, commençons avec le retour des CRS en Martinique. Pourquoi on parle de retour? J'ai dit qu'il y a 65 ans, ils étaient persona non grata. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les événements de décembre 59. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne le savent pas encore, en décembre 59, il y a eu 3 nuits d'émeutes au cours desquelles les CRS, les policiers, avaient durement réprimé la population et c'était précisément des CRS qui étaient à l'origine du déclenchement de ces émeutes. Nous sommes à une période où les événements en Algérie sont brûlants et qu'il y a une arrivée de fonctionnaires qu'on a qualifiés de pieds noirs parce que justement ils avaient vécu en Algérie. Qui arrive ici avec un comportement absolument raciste, scélérat, prétentieux, et il y a ces CRS qui ont un comportement non moins odieux quotidiennement, qui insultent les gens, les brutalisent, qui tiennent des propos racistes. Ils sont maîtres dans la colonie et inutile de dire que ça arrange l'État. Ils sont là pour ça. Et la tension entre ces gens-là et la population martiniquaise est très vive. Un incident, rappelons-le très rapidement, oppose un Français à un Martiniquais pendant l'accident de la route. L'automobiliste français renverse une Vespa, les gens s'affrontent pour regarder, et finalement, les protagonistes se mettent d'accord et vont boire un coup. Sauf que l'hôtel où se réunissaient les pieds noirs a déjà téléphoné au CRS pour dire qu'il y a des nègres qui vont agresser un blanc. Et ces CRS-là descendent sans sommation, sans explication, commencent à massacrer tout ce qu'il y a autour de la place de la Savane qui ressemble à un nègre, de façon très violente. Même des militaires en tenue
Martiniquais qui passaient là sont violentés par les CRS. Alors, cela déclenche les 3 nuits d'émeute avec les 3 morts jeunes. Je ne vais pas rester plus longtemps sur l'incident, mais c'est pour dire que c'est à la suite de ces émeutes-là qui étaient tellement puissantes qu'il y a une réunion d'urgence qui se réunit au Conseil général de l'époque avec toutes les autorités politiques, religieuses, étatiques et qui décide de prendre des mesures absolument importantes pour étouffer la rébellion. Parce que là, il sentait que ça n'allait pas pouvoir être contrôlé. Parce que, je fais une petite parenthèse, contrairement à ce que disent de néo-militants qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays, qui disent que les anciens n'ont jamais rien fait. Et oui, ça, heureusement qu'on est venu comme des euros pour régler la situation. Dans ces émeutes-là, les gens ne demandaient pas d'assimilation avec la France. Les graffitis qui étaient sur les murs, c'était vive, on était à la période de la Révolution cubaine, vive Castro, vive la Révolution, liberté pour nous. Et il s'agissait vraiment d'une lutte qui avait une portée révolutionnaire. Donc, ces gens-là étaient beaucoup plus avancés. Ils ne demandaient pas la continuité territoriale, ils demandaient la rupture avec la France. Donc, le gouvernement français s'était bien rendu compte de l'importance de la situation et cette réunion dont je vous parle, où il y a eu l'Union nationale, le rassemblement de toutes les forces qui ne voulaient pas la rupture avec la France, débouche sur quoi? Une promesse d'autonomie de la Martinique. Débouche sur l'annonce de plan qui sera mis à disposition pour donner du travail aux jeunes pour, c'était la jeunesse qui était le ferment de cette insurrection. Et puis surtout, qui annonce que les CRS ne viendront plus en Martinique, justement à cause de leur comportement suprémaciste et raciste. Alors, bien sûr, les forces de répression françaises ont continué à venir sous d'autres étiquettes, d'autres uniformes, cartes mobiles ou autres. Mais c'était une victoire symbolique d'expulser les CRS de Martinique. Les gens qui disent que les anciens n'ont rien fait, allez apprendre l'histoire de votre pays, fermons la parenthèse. Et donc, aujourd'hui, là, le jour de l'anniversaire de l'insurrection du Sud, de 1870, on annonce que la CRS numéro 8, qui est la plus spécialisée dans la répression des mouvements urbains, va venir régler le problème. Il est clair qu'il n'y avait pas besoin de la CRS 8 dans le contexte actuel. Oui, ça nous embête qu'il y ait eu des barrages. On peut condamner, certains condamnent ça, mais vous avez vu le niveau des barrages, les gens qui mettent des plaquettes, qui brûlent une voiture, etc., et puis qui s'en vont. Ce n'était pas nécessaire que la CRS 8, la plus opérationnelle, vienne. On dira qu'il y a eu des tirs à balles réelles, c'est vrai. Mais la réponse ne devait pas mettre en cause une décision historique obtenue par une lutte digne du peuple martiniquais. C'est un prétexte, parce qu'on a besoin, on le verra plus tard, de quadriller le pays. Alors, ça, c'est pour montrer que cette actualité-là, elle n'est pas due au hasard. Ce n'est pas par le fait qu'il y a eu quelques petits barrages, je vais le dire tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un plan de fascisation globale et mis en place de façon scrupuleuse par l'État français. Ça, c'était pour l'actualité nationale. L'actualité internationale. On apprend qu'au Liban, le même jour, à la même heure, à la même seconde, des beepers explosent dans tout le Liban. Le lendemain ou 2 jours après, plutôt, ce sont les talkie-walkie qui explosent. Et au total, on a à peu près 3000 blessés et on a 37 morts à cause de cela. Qui est derrière ça?
derrière ça, il y a l'armée sioniste, l'État sioniste d'Israël, qui est en lutte contre le Hezbollah qui se trouve au Liban. Alors, on commence à dire, mais qui a fait ces téléphones-là? Comment c'est possible? Je reviens sur qui a fait tout ça tout à l'heure. Je veux insister pour dire que c'est un acte de terrorisme absolument odieux. C'est une barbarie que un État fasse exploser des milliers de beepers et de talkie-walkie qui sont entre les mains de n'importe qui, n'importe où, partout, sous prétexte de combattre le Hezbollah. C'est un acte terroriste condamné par la communauté internationale, par les législations internationales. D'ailleurs, presque tout ont dénoncé, oui, que c'est contraire à la loi, tout ça, mais aucune sanction n'a été prise. Aucune sanction économique, politique n'a été prise, ou financière n'a été prise. C'est dénoncé par principe parce qu'ils savent ce qui se passait là, ils en sont complices, les États occidentaux. Alors, dans notre subconscient, la propagande des multinationales peut nous faire croire que, bon, finalement, les terroristes du Hezbollah l'ont bien cherché parce qu'ils bombardent Israël. De même qu'on accepte facilement l'idée que Israël bombarde des écoles. Cette semaine-là, encore une école où des enfants étaient en train de prendre de l'aide alimentaire en toute connaissance de cause, bombarde ça. Sous prétexte que ce sont des terroristes qu'ils essaient de viser. Et puis les journalistes occidentaux, systématiquement, reprennent la propagande de l'armée israélienne en disant, oui, l'armée d'Israël, oui, il y a eu des civils, c'est atroce, hein, mais c'est des terroristes qu'ils visaient, ce qui n'est pas vrai. C'est une politique de génocide. Mais dans notre subconscient, comme on nous a dit que le Hamas est terroriste, qu'il fait des attentats, dans quelque part, ils ont bien cherché, c'est dommage, hein, mais Israël se défend. Il a le droit de défendre sa vie. On sait bien que c'est une fable. Il s'agit d'un État qui occupe des territoires, qui bombarde, qui tue depuis 70 ans. Et qu'il y a des organisations qui luttent contre l'occupation. Le Hamas, c'est une organisation qui lutte contre les occupants. Il y a des actions armées qui sont faites, qui sont qualifiées de terroristes par les bien-pensants occidentaux, à tel point que si vous ne dites pas que c'est du terrorisme, vous êtes accusé d'être antisémite. Donc, mais notre subconscient nous laisse entendre que c'est un petit peu vrai. C'est une organisation de résistance. Il y a des actions qui ont des effets sur les civils, qui sont qualifiés par les auteurs terroristes. Ce type d'action-là a été commis par les résistants français quand ils mettaient une bombe dans un hôtel pour tuer des responsables de l'armée allemande. Il y avait des civils qui mouraient. C'est considéré comme des actes de résistance. Même sans aller dans des périodes de guerre, le terrorisme n'est pas l'apanage du Hamas, puisque sous l'autorité de Mitterrand, Charles Hernu faisait mettre une bombe dans un bateau de Greenpeace qui a tué un Portugais. Donc le terrorisme, c'est effectivement quelque chose de condamnable et qui est pratiqué par tout le monde, et surtout par Israël. Et systématiquement par Israël. Ceux qui se défendent, qui mènent une lutte de libération, qui voient leurs femmes, enfants, parents et tués, mènent une lutte armée. Et effectivement, il y a des actions qui touchent des civils israéliens. Le 7 octobre date, le 7 septembre, pardon, ou le 7 octobre, on fait l'action du Hamas en Israël. Eh bien, oui, il y a des civils qui sont morts. On nous fait croire que l'action d'Israël commence, le terrorisme israélien commence avec cette opération-là.
Ça fait 70 ans qu'ils font exactement ce qu'ils font aujourd'hui au prétexte de l'action du Hamas. Donc, je reviens à l'idée que je développe. Dans notre subconscient, on admet en quelque part que, bon, Israël, c'est méchant, c'est barbare, mais les autres n'ont rien cherché. Nous, les autres n'ont rien cherché. Tout se dépend. Alors, revenons à l'attentat terroriste qui est fait à travers les beepers et les talkie-walkie. L'armée d'Israël sait que c'est entre les mains de tout le monde. Ça peut être des enfants. On nous dit, c'est le Hezbollah qui a commandé. Alors, le Hezbollah commande des équipements, des beepers, etc. Oui, voilà, nous commandons des beepers, c'est pour faire des actions terroristes, non? Ils commandent parce que c'est une organisation qui lutte contre l'agressivité de l'État israélien. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais tous les protagonistes cherchent des armes où ils ont. Mais là, ce n'est pas des armes, c'est des outils de communication qui vont atterrir entre les mains de n'importe qui. Un talkie-walkie, un papa peut donner à son fils, va me déposer ça là. Et puis Israël fait son attentat. Vous avez bien entendu qu'il y a des 37 morts, une fillette de 10 ans. On ne parle pas des 450 blessés, etc. Donc, 3000 blessés, et précisément. Et 2800, voilà, c'est les blessés que je donne. 3000 blessés, voilà. Donc, cet acte terroriste n'a aucune justification. Alors, imaginez que les colonialistes français qui ont assassiné des gens à ouvrir, etc., eh bien, ils ont un beeper à la main ou un talkie-walkie. Alors, moi, puissance qui lutte contre eux, je décide que j'ai le droit de faire exploser et de tuer sa famille. C'est inacceptable. Qui a fabriqué? Comment ces outils-là sont arrivés au Liban? C'est une société israélienne qui fabrique les composants et les choses ont été montées à Taïwan. Elles sont passées par la Hongrie qui sert d'intermédiaire. Est-ce qu'il y a une seule personne sensée qui peut croire que ces outils-là n'aient pas été contrôlés? Qu'on n'ait pas décelé la présence d'explosifs? Non, ça passe comme ça. Alors, les mafias qui font de la drogue peuvent désormais prendre des talkie-walkie pour planquer leur drogue et puis envoyer en Hongrie et faire revenir partout dans le monde, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Oui, il y avait des contrôles. Il y a une chaîne de complicité. C'est là qu'on parle d'internationalisme. Il y a une chaîne de complicité. Et donc, quand cela arrive et que ça explose, tous ceux qui sont dans la chaîne de complicité sont responsables également de ces crimes-là. Alors, voilà donc les deux éléments d'actualité qui nous poussent à poser le problème de la fascisation de la société, la fascisation planétaire de la société. Quand on parle de fascisation, de fascisme, il faut savoir précisément de quoi on parle. Il y a des gens qui disent fascisme. Fascisme, ce n'est pas seulement des gens méchants racistes, hein. C'est un système politique, le fascisme, autoritaire, qui associe le populisme, c'est-à-dire la manipulation du peuple, l'instrumentalisation du peuple, le nationalisme et le totalitarisme, c'est-à-dire la répression par le biais de l'armée, de la justice, etc. C'est ça le fascisme, en se cachant derrière un idéal collectif suprême. Par exemple, là où il a pris vraiment naissance la première fois, c'est en Italie, c'est Mussolini, c'est vraiment le développement du peuple italien. Donc, on a un idéal collectif suprême qui fait que tout le monde doit accepter ce que le duce, le chef, le dirigeant a déclaré. Donc, autoritarisme, populisme, nationalisme, totalitarisme au nom d'un idéal. Alors, c'est évidemment
des mouvements d'extrême droite qui dépendent de la théorie fasciste. D'extrême droite, parce que l'extrême droite, ordre, hiérarchisation de la société, intérêt des classes supérieures, etc. Et l'extrême droite qui est fondamentalement opposée à la démocratie parlementaire, notamment. Il ne faut pas que des gens puissent discuter de loi, etc. C'est la tête qui va décider. Donc, le fascisme est opposé à la démocratie parlementaire. On va en reparler tout à l'heure avec la France. Il est opposé au libéralisme traditionnel. Le libéralisme, on en a parlé il y a 3 semaines, qui dit que les gens peuvent circuler, marchandises, peuvent circuler librement, sans entrave. Non, il ne faut pas ce libéralisme-là qui met la possibilité pour les individus de faire des choix. Ça va plus loin avec le fascisme. C'est un libéralisme économique où ce ne sont pas les individus qui décident, mais ce sont les dirigeants. Libéralisme économique, mais autoritarisme dans la façon d'organiser le commerce et tout. Il faut bien comprendre que c'est ça le fondement du fascisme. Alors, on a parlé il y a 3 semaines aussi du fondement de l'individualisme qui accompagnait le libéralisme. L'individu était au centre pour qu'il puisse acheter, consommer, et puis on le manipule. Mais quand on entre dans l'ère fasciste, l'individu n'existe plus. Il existe dans le sens où il ne peut pas se fédérer, prendre des décisions, mais il existe en tant que pion au service de la domination totalitaire. C'est ça le fascisme. Alors, Hitler, on a parlé des nazis, c'était évidemment ce qu'on peut mettre sous le vocable fascisme. C'est parfois assimilé au nazisme, mais le mot générique, on va dire que c'est fascisme. On a parlé de Mussolini, on a parlé d'Hitler, et on a compris donc que c'est un système politique. Alors, quand nous disons que nous sommes rentrés dans une ère de fascisation planétaire, parmi les 5 dangers que nous avons présentés au début, nous allons comprendre, et j'avais insisté sur cette affaire-là, que les 5 dangers sont interdépendants. Crise économique, guerre, fascisme. Précisément parce que les classes dominantes occidentales, l'impérialisme occidental, qui imposait imposaient leurs lois à l'ensemble de la planète, mais ils se rendent compte qu'ils sont protestés, qu'il y a des puissances rivales qui vont les balayer, que les peuples vont les renverser. Et au plan économique, ils avaient préparé la fascisation, c'est-à-dire l'écrasement des individus, l'écrasement du libéralisme traditionnel. Ils avaient préparé tout ça à travers la domination d'institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Banque mondiale, et pour ce qui concerne l'Europe, la Commission de Bruxelles. C'est eux qui décident. C'est eux qui imposent les lois en matière de commerce, de droit des affaires. C'est eux, partout. Et si un gouvernement n'accepte pas, on leur renverse, on met quelqu'un qui est plus docile et malléable. Donc ça, c'était une préparation du fascisme sur le plan économique, sur le plan du contournement des législations. Et on avait expliqué il y a quelques jours que cela permettait que déjà ils faisaient ce qu'ils voulaient. Obsolescence programmée, abus de position dominante, banditisme international, etc. Mais le fascisme en tant que tel, qui permet que les États, les chefs d'État, les gouvernements soient carrément dans leur position, dans leur système politique, dans leur positionnement, ben, ce pas-là n'était pas encore franchi. Ils sont en train de le préparer. Et ils voient qu'il y a des protestations, des contestations, des concurrences qui les menacent. D'où cette affaire de fascisation de la planète. Il a été décidé par ces gens-là qui se voient, c'est pas du clopotisme. Quand on parle
forum de Davos, quand on parle du groupe Bilderberg, quand on parle de la trilatérale, c'est des choses bien réelles, c'est pas du complotisme. Ils disent, bon, comment on va faire? Comment nous allons utiliser nos empires médiatiques pour endoctriner les gens, les pousser à faire des idées fascistes? Comment nous allons truquer les élections? Comment nous allons casser le système de démocratie parlementaire par tous les moyens? Et vous voyez que partout sur la planète, ils arrivent à installer des gens comme Milei en Argentine, comme Trump aux États-Unis. Et puis, si manipulation électorale ne marche pas, bon, on utilise la violence et tout. Partout, ils utilisent des mécanismes pour faire en sorte que les gouvernements se fascisent. Faites l'effort d'aller sur les moteurs de recherche Internet pour voir le développement des partis fascistes, des forces fascistes, dans tous les pays européens sans exception. Dans tous les pays européens sans exception. Il paraît qu'au Portugal, ils sont moins offensifs, mais partout, c'est la dynamique. Quand les premiers, en Autriche, le premier gouvernement qui avait introduit des ministres d'extrême droite dans leur cabinet, ça avait déclenché, retourner sur les archives, vous allez voir, des tempêtes, on a pris des sanctions, pas jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, c'est pas autour qu'ils sont. C'est pas autour qu'ils sont. Pays-Bas, Danemark, je vous laisse faire la recherche et vous verrez. L'Italie, Giorgia Meloni, hein, vous verrez que partout, ils sont au cœur des gouvernements, au cœur des institutions. Leur groupe au Parlement européen est particulièrement actif et puissant. Alors, donc, il y a la directive de fascisme. Pour prendre un exemple de la fascisation en France, rappelons-nous comment ça a commencé avec les Gilets jaunes. La France, les pays des droits de l'homme, modèle de possibilité de manifester, modèle de liberté démocratique, etc. Un mouvement pacifique naît pour demander des revendications tout à fait légitimes. On tire, on est bon, on brutalise, on met en prison, on a tué le mouvement des Gilets jaunes. C'était un petit pas vers le fascisme, vers la fascisation, dans le contexte de la patrie des droits de l'homme qui servait de test. Ça a passé. Et puis, formidable, il y a l'épidémie de Covid qui a donné la possibilité de faire une expérimentation à grande échelle. Alors, pas seulement pour le Covid, au niveau international. Toutes les puissances impérialistes, sans exception, ont participé à cette opération qui consistait à utiliser le prétexte de Covid. C'est vrai qu'on a dénoncé l'obligation de donner un produit expérimental et que ça allait enrichir les multinationales pharmaceutiques, mais ce n'était pas ça le plus grave. C'était l'occasion d'interdire à tous les scientifiques, à tous ceux qui voulaient dire autre chose, de développer une propagande contraire à la propagande dominante. Interdiction, procès, etc. Complotisme. Interdire de penser et de parler. Interdire de circuler. Comment un préfet interdit à des gens d'aller sur la plage en Martinique, respirer de l'iode et de l'air pur? Quand on interdit de sortir de chez soi sans avoir un petit papier signé, une autorisation, comme en 1870, ce n'est pas pour lutter contre le. Vous n'avez pas vu de camion passer comme on a fait pour la dengue et pendre des produits qui tuent le virus. Non, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu de travail pédagogique. Non, vous avez vu une interdiction de circuler. Interdiction de décider des
commerces qui doivent être ouverts ou pas. Le préfet vous laisse aller acheter des téléphones portables. Il vous laisse aller jouer au loto et puis il interdit à la petite boutique de votre quartier de vendre. Donc, c'était une expérimentation sur la liberté de circulation, la liberté de penser, et puis la remise en cause du droit international. Oui, il fallait une autorisation sur l'honneur. Mais attendez, on sabote le droit du travail. 6 mois qui est le droit fondamental de refuser une injection, je ne me plie pas à la décision, je suis licencié, je ne suis pas payé, je perds mes primes de carrière ou la retraite. C'est du fascisme et rien d'autre. C'est du fascisme. Donc, on a fait cette expérimentation-là globale à l'occasion de la question du Covid. On a expérimenté la dictature sur le corps et l'esprit de l'ensemble de la population, sur le droit de chacun au choix et à la libre circulation. Ça, c'était le deuxième niveau. Aujourd'hui, nous sommes en France, puisqu'on parle de, rappelez-vous, j'ai dit plus haut, que le fascisme, c'est la lutte contre la démocratie parlementaire. On est dans une situation où M. Macron voit qu'il est vomi par la population, que les gens protestent contre son programme économique, ses décisions, les sabotages des retraites, etc. Il perd, son parti perd des élections européennes, il perd des élections législatives. Qu'est-ce qu'il fait? Avant les législatives, il avait perdu notre élection qui m'échappe là, ça va revenir. Donc, il décide de dissoudre européenne, voilà, les européennes. Il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est le droit d'après la Constitution. On fait des élections, il repère ces élections. Il repère ces élections. Alors, à partir de ce moment-là, il devrait appliquer les principes qui prévalent de toutes les démocraties parlementaires du monde, à savoir nommer un Premier ministre représentant le parti qui a le plus d'élus. Tous ces médias aujourd'hui, des laquais des multinationales, commencent à dire: ah, mais ils n'ont pas tout à fait gagné parce que il y a d'autres qui ont beaucoup de voix, et donc ils refusent. Donc ils bafouent la règle de fonctionnement. Et ça nous rappelle que pendant la mandature qui était avant, il avait une majorité relative et qu'il n'a pas respecté les parlementaires en imposant ces réformes à coup de 49-3 pour la retraite, pour toutes sortes de choses, où l'écrasante majorité du peuple et des élus refusaient de s'agenouiller. Donc, il a imposé, mais là, il ne peut même plus faire ça parce qu'avec sa majorité relative, il ne pourra pas passer à coup de 49-3. Donc, ce monsieur-là refuse de donner, de nommer un Premier ministre du parti dominant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer sur son alliance avec le Rassemblement national, parce que nous sommes en train de parler de mise en place du fascisme. Le plan de Macron, dès le départ, c'est de développer la mainmise fasciste sur la société française. On a parlé de la stratégie du Covid et tout ça. Mais il faut que des gens de l'extrême droite arrivent au pouvoir. Rappelez-vous, avant les législatives, les campagnes médiatiques qui étaient faites, le Rassemblement national va partir. Et Marine Le Pen a assuré d'avoir la majorité. C'était des mensonges. Ce sont des sondages truqués qui permettaient. Même là maintenant, hier, on a dit que Michel Barnier vient d'être nommé Premier ministre,
le politique préféré des Français. Ce sont des manipulations fascistes, parce qu'il s'agit de sondages faits sur 800 000, au plus grave 1500 personnes. Ce sont des sondages truqués, avec des panels truqués, qui servent de propagande. Donc, ils avaient fait toute cette propagande-là pour gonfler la possibilité que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Parce qu'ils ont besoin que l'extrême droite prenne le pouvoir pour appliquer des mesures fascistes, xénophobes, racistes, que d'ailleurs, ils défendent pour certains. Je vais revenir sur ça. Donc, voilà que ça a échoué et que le nouveau Front populaire arrive devant, d'où le refus de nommer le premier ministre émanant du groupe le plus important. Alors, M. Macron, devant cette affaire-là, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il suspend la démocratie parlementaire. Quel prétexte? Il y a des Jeux olympiques. Donc, comme il y a des Jeux olympiques, je ne nomme pas de ministre, je n'organise pas le travail, etc. Le budget qui devait être remis le 15 juillet, je ne le remets pas. Je décide que la démocratie ne fonctionne pas. Je vous ai dit que le fascisme, c'est l'ennemi de la démocratie parlementaire. 41 jours avant de nommer un premier ministre. Et quel premier ministre est nommé? Quelqu'un qui est issu du parti qui a perdu les élections, qui a eu fait 7% aux élections législatives. Quelqu'un qui développe des idées d'extrême droite. Et il reçoit régulièrement Marine Le Pen pour dire, bon, est-ce que tu vas accepter que, mais est-ce que tu vas censurer mon gouvernement? Si. Ça veut dire que le but, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et à l'heure actuelle, après une soixantaine de jours, le monsieur annonce son gouvernement. Qui sont les membres du gouvernement? Des gens d'extrême droite. Pas membres du Front National, des gens qui développent des idées d'extrême droite. Celui qui est nommé ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui a des propos d'extrême droite concernant les migrations, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une dérive qui conduit la France vers le fascisme sous l'égide de Macron. Ce n'est pas lui seul qui l'a fait dans tous les pays occidentaux, on le fait. Et dans les pays qui sont soumis à l'Occident, opposés à l'Occident, on soutient des gens fascistes, comme ceux qui voulaient renverser Maduro en disant les résultats ne sont pas bons, mais on répète oui, on a vu, c'est pas. La dame qui n'a pas pu se présenter ne l'a pas été parce qu'elle était descendante d'esclavagistes d'extrême droite qui avaient des casseroles. Et donc, on essaie, dans les pays qu'on ne contrôle pas, de faire de la subversion pour que les gens d'extrême droite arrivent au pouvoir. C'est ça l'histoire. La France fait sa part de travail, les autres pays le font. Et la France va plus loin, puisqu'elle était disons, l'une des superpuissances qui faisait le monde. Mais maintenant, ça a changé. Macron et la France sont soumis aux multinationales via le gouvernement des États-Unis. C'est ce que les États-Unis décident qu'ils appliquent dans tous les domaines. Et la part de la France, c'est d'assurer le contrôle des colonialistes, des impérialistes occidentaux sur le reste du monde, puisque la France héritait d'un héritage colonial. C'est pour ça que en 2023, Macron annonce ses orientations militaires, 413 milliards pour la période 24 et 2030. Et l'essence de son discours que je vous appelle à relire, c'est d'assurer la mainmise de la France sur les territoires qu'elle contrôle dans le monde. Allez relire vous verrez clair. C'est ça qui explique qu'on va cadenasser la Kanaki, renforcer la répression, interdire le processus d'autodétermination de continuer à se réaliser. C'est ce qui explique qu'en Martinique, on accélère le génocide par substitution.
et qu'on renvoie le CRS 8 en prévision de ces affrontements. Donc, j'ai insisté sur cet exemple de la fascisation dans le cadre de la France, nous sommes une colonie française, mais ce que je veux montrer, c'est que cette fascisation, comme on l'a dit, on a parlé de la fusion intrinsèque des différentes problématiques, cette fascisation s'accompagne de la préparation de la guerre mondiale. Ce sera le thème d'une prochaine intervention, mais je veux quand même insister sur deux éléments qui montrent la liaison entre la fascisation et la guerre mondiale. C'est ce qui se passe au Liban, dans le Proche-Orient, Liban, Palestine, et ce qui se passe en Ukraine, pour montrer la liaison entre fascisation et préparation de la guerre mondiale. La naissance même de l'État d'Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les vainqueurs de la guerre s'accordent pour dépasser l'État de Palestine et donner une partie aux sionistes pour qu'ils construisent l'État d'Israël. Dès le départ, ça rentrait dans la stratégie de la domination mondiale, de l'hégémonie impérialiste occidentale, parce qu'il s'agissait de mettre un point dans le monde arabe pour contrôler les volontés d'indépendance et d'émancipation, et surtout contrôler les ressources naturelles de cette région-là. Dès le départ, c'est ça. Et on va armer, financer systématiquement l'État sioniste d'Israël pour qu'il joue ce rôle de chien de garde dans la région. Et que la puissance financière de cet État-là et de ses ressortissants serve à soutenir le modèle économique. Ça, c'est à la naissance. Et depuis le départ, l'État d'Israël, c'est un État terroriste. Quand les premiers Juifs se sont installés, il y avait des colonies qui avaient été acceptées par le monde arabe. C'était encore sous la domination de l'Empire ottoman. Après ça, ce sont les Britanniques qui ont pris le contrôle de la région. Et depuis ce moment-là, il y a des Juifs sionistes extrémistes qui ont commencé, qui avaient le projet d'occuper toute la région, de recréer le grand Israël, et ils ont créé des milices armées sionistes. On est là dans les années 1900, hein, au début des années 1900, alors les milices sionistes qui Irgun, Lehi, Haganah, Palma, ils massacraient des Palestiniens. Alors, ils faisaient des attentats côté britannique au début, mais je vous ai dit au début, là, les premières colonies, ils n'étaient pas armés avant ces milices-là. Qui c'est qui défendait les Juifs, qui protégeait les Juifs? C'était les Arabes. Ils faisaient appel à des Arabes pour se faire protéger. Et donc là, ces groupes-là ont commencé à faire des attentats contre les Britanniques et ensuite contre les masses arabes, les peuples-là dont ils voulaient prendre les territoires. Et il faut nommer un individu qui s'appelle, qu'on connaît sous le nom de David Ben-Gurion, l'aéroport David Ben-Gurion d'Israël. Son prénom c'est David Grun, qui est né en Pologne et qui est rentré en 1906 en Palestine et qui a proclamé l'indépendance d'Israël. C'était quoi? Le 14 mai 1948. Il est resté, cet individu est resté premier ministre pratiquement toute sa vie avec à part une petite interruption. Et après ça, c'est Netanyahou que nous avons jusqu'ici. Toujours, les impérialistes occidentaux ont armé, financé l'État d'Israël, collaboré avec lui et avec leurs services secrets qui sont, dit-on, les plus performants, le Mossad. On voit ce qui s'est passé au Liban. Donc, c'est pour cela que Israël mène la guerre contre
le Liban, le mouvement de résistance palestinien, la Syrie, de façon à maintenir une liaison avec le fascisme et la guerre mondiale est ici prouvée. Je vous invite à aller voir l'histoire des crimes perpétrés par Israël. Là, maintenant, là, on en parle. Récemment, l'UNRWA, qui est l'organisme onusien de solidarité d'affaires humanitaires vis-à-vis des Palestiniens, ils ont vu 230 de leurs employés tués par Israël, sur 300 au total, au prétexte qu'Israël l'a déclaré. À parmi les membres, il y a des gens qui sont pour le Hamas, sans jamais donné aucune voix. D'ailleurs, ça a été des bombardements d'écoles, bombardements d'hôpitaux, salage des terres pour empêcher que les plantes ne poussent, destruction de citernes, etc. C'est ça, là aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'Irgun. Quand ils chassaient les Palestiniens, ils tuaient des gens dans un village, ils mettaient les cadavres sur l'Égypte et ils allaient dans les villages voisins pour dire si vous ne partez pas, voilà ce qui vous attend. Ceux qui avaient donné la Nakba, les réfugiés qui sont partis vivre dans tous les environs d'Israël. Eh bien, là, ces jours-ci, là, les soldats israéliens ont fait la même chose. Mettre un cadavre sur une jeep pour passer dans les rues pour montrer. Ces jours-ci, circule une vidéo pour montrer comment ils balancent des cadavres du haut d'un immeuble pour qu'ils s'écrasent par terre. Ce sont des barbares, des débiélés qui servent une cause qui les dépasse, le maintien de l'hégémonie occidentale. Et ce qui se passe en Israël permet aux autres gouvernements d'asseoir leur fascisation à l'échelle de la planète. Alors, on ne va pas plus longtemps sur ça, on va parler de... Je veux quand même dire que le dernier chiffre, le Hamas a parlé de 41 000 identifiés morts, mais la revue médicale Lancet a fait une estimation que depuis la mi-juin, il y a 186 000 personnes qui ont, puisqu'il y a des gens qu'on n'a pas encore retrouvés, mais d'après les bombardements, ils ont fait une estimation qu'il y a déjà 186 000 morts sur 2 millions de Palestiniens. Donc, alors, j'ai parlé d'Israël, l'autre, la guerre en Ukraine. C'est pareil. L'Ukraine est dirigée par Zelensky, qui est un fasciste. Les médias français qui ont interdit la télévision russe, ouais, c'est leur propagande, c'est des ennemis, des envahisseurs. C'est pour que nous ne sachions pas qui est Zelensky, qui était le bataillon d'Azov qui était à Mariupol, qu'on ne voit pas le drapeau nazi. Ce sont des gens d'extrême droite. Aucun média ne nous parle de la politique fasciste menée avant l'invasion de la part de la Russie et dans les territoires russophones, où il y avait des ratonnades, où on brûlait des livres russes, etc. Et là, après l'invasion, interdiction d'église, interdiction de parler le russe, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une politique totalitaire et fasciste qui est développée par ces gens-là. Mais c'est parce qu'il s'agit d'une guerre mondiale qui se prépare. On a besoin du fascisme. Donc on l'arme, on lui donne l'argent, on lui donne tout ce qu'il faut, des possibilités de tirer loin, etc. On lui donne surtout du renseignement. Je n'irai pas plus loin pour dire que c'est clair que la fascisation marche de pair avec la préparation de la guerre et à la préparation de la lutte globale contre les protestations qui se font. Alors, on arrive à la dernière partie avec la nécessité que, premièrement, nous nous informions. Rappelez-vous que la semaine dernière, j'insistais sur la nécessité d'étudier, de s'informer pour comprendre les phénomènes climatiques. Eh bien, là encore, davantage, pour résister à la propagande impérialiste, il nous faut lire l'histoire de la Palestine, l'histoire de l'Ukraine, l'histoire du fascisme. Il nous faut étudier ça pour déconstruire la propagande qui nous pousse à
soutenir objectivement le fascisme parce qu'il y a, hélas, beaucoup de gens dans la population qui reprennent les thèses fascistes. Tout en Martinique, des gens attribuent leurs difficultés, soi-disant à des Haïtiens, c'est eux qui disent tout caille Martinique, hein, et moi pas un logement HLM parce qu'Haïtien les caille, c'est le résultat de la propagande fasciste. Parce que ces personnes-là ne, ne réfléchissent absolument pas à la réalité qui est que c'est que, premièrement, que la plupart de ceux qui obtiennent des avantages sociaux le méritent parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont là, et parce que ce sont des exilés politiques, etc. Ils le méritent, nous n'y droit, mais qu'ils sont une minorité par rapport à ceux qui causent les difficultés du peuple martiniquais. On n'a plus d'aversion contre nos frères caribéens, nos frères et sœurs caribéens, qui fuient une misère atroce, qui fuient des assassinats. Et puis on va s'agenouiller dans des églises, dire, mon Dieu, la charité. Non, arrêtez les hypocrisies, c'est de la manipulation. Et puis on n'a pas de haine contre ceux qui ont empoisonné tout notre peuple, contre ceux qui envoient des impôts de 10 000 de chaque jour. Non, attendez, vous connaissez les véritables causes de notre misère, c'est le colonialisme, les agents de l'État français, les classes dominantes. C'est ça. Alors, c'est frère haïtien, nous, je ne veux même pas tellement insister sur ça, en tout cas, je le dis. Il faut combattre ces idées-là. Et heureusement qu'en France, il y a des gens, non, en particulier les insoumis, qui mènent un combat absolument méritoire pour dénoncer les idées d'extrême droite qui font qu'on attaque nos enfants qui sont, qui font qu'on fasse des gens mourir par noyade parce qu'ils fuient des pays où ces gouvernements occidentaux-là entretiennent la misère et la guerre. Bref, luttons contre l'aliénation, luttons pour empêcher que le danger fasciste ne se développe. Et je vais terminer avec deux citations que j'aime reprendre chaque fois que j'aborde le thème du fascisme. Je vous invite à les redécouvrir. La première est de François Giroud. Elle disait, ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit, c'est lui, vous croyez. Il ne faut rien d'exagérer. Et puis, un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. François Giroud. Et l'autre citation, c'est un poème de quelqu'un qui s'appelle Martin Niébouler, écrit en 1942, et que j'appelle chacun à avoir pris en l'esprit. Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont fermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Merci de votre attention.